tribo é o mundo. Minha tribo é o mundo. Minha tribo é o mundo. Minha tribo é o mundo. Nós estamos aqui com Daniel Roy, que é nosso colega de Bordeaux, França, convidado para a jornada da EBPMG, jovens.com, Corpos e Linguagens. E Daniel Roy é um colega que tem uma experiência de muitos anos com crianças e adolescentes e também uma experiência em vários países da Europa e outros lugares do mundo, né? Na Europa do Leste, em Bordeaux, na França, em Paris. E então, eu gostaria de colocar uma primeira pergunta para o Daniel sobre qual seria a marca dos adolescentes contemporâneos, né, de hoje, e se seria a mesma marca nos diversos lugares onde ele tem experiência com jovens. Merci Elisa de ta question, merci de l'accueil que nous propose donc la section de Belo Horizonte au mois d'août prochain de travail en commun. Par rapport à cette question, je souhaiterais souligner le grand mouvement qui est présent actuellement, qui est plutôt d'une uniformisation des marques de l'adolescence dans les pays occidentaux, très largement. Cette construction de l'adolescence qu'évoque Jacques-Alain Miller dans son texte qu'il nous a donné à la fin de la dernière journée de l'Institut de l'Enfant, dont je suis le secrétaire général, rappelait que l'adolescence est une construction. Cette construction sociale, une construction discursive. Ne pas oublier cela aujourd'hui, parce que c'est dans le cœur même de cette construction que nous voyons s'établir ces nouvelles marques. Je dirais ensuite qu'est-ce qu'elles nous indiquent, quelles indications nous donnent ces marques. Je vais en prendre deux qui sont déjà très paradigmatiques de cette nouvelle construction de l'adolescence. Ce que l'on appelle d'un terme assez impropre, le terme de phobie scolaire. Le fait qu'à un moment donné, au moment où l'enfant grandit, passe de la petite école, de l'école dite élémentaire en France, au collège, ou bien quand le jeune homme ou la jeune fille passe du collège au lycée, soudain, il ne peut plus franchir la porte de son école. Quelque chose, fondamentalement, l'empêche de se compter parmi les autres corps. Son corps, à lui, n'a plus sa place dans le corps de l'élève, dans le corps de ces jeunes gens et ces jeunes filles qui sont là réunis sur les rangs de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment saisir ça? Eh bien, disons déjà qu'au point de vue phénoménologique, soudain, l'autre, le champ de l'autre que constitue pour un jeune homme ou une jeune fille à ce moment-là le lycée, a pris une compacité nouvelle. Il n'y a pas sa place. Et ça, je pense que c'est tout à fait paradigmatique du statut même de l'adolescent, de ce qu'on appelle l'adolescent, qui soudain découvre qu'il n'a plus sa place dans l'autre. Il n'a plus la place qu'il occupait quand il était enfant, une place qu'on lui a donnée, que ce soit une place très individualisée, bien entendu, par ses parents, et même une place, disons, que l'on peut évoquer en parlant des super-héros pour les garçons et des jeunes princesses pour les petites filles. Le discours offre aux enfants un certain nombre de places dans lesquelles ils peuvent se reconnaître. Mais au moment où arrive ce dont nous parlions tout à l'heure avec Elisa Berlinga,
les métamorphoses de la puberté, eh bien, le sujet est confronté à un autre enjeu que la place qu'il occupait au temps de l'enfance ne lui permet plus de soutenir. Et donc, c'est à ce moment-là que le sujet se trouve déplacé et se retrouve en but à quoi? Par exemple, ces jeunes gens, ces jeunes filles en témoignent. Entrer dans la cour du lycée est impossible parce qu'à ce moment-là, les regards des autres élèves vont devenir comme des fusils dont ils sont la cible. Ou bien c'est derrière son dos que soudain se profère une voix qui l'insulte. Nombreux donc sont les jeunes gens et les jeunes filles pris dans cette situation qui témoignent de cette expérience qui va faire que ces adolescents sont restés chez eux pendant un temps donné, sans pouvoir donc, repasser le seuil, ce qui est devenu pour eux, ce seuil étant devenu pour eux un espace infranchissable. Autre exemple. Ça, on pourrait appeler ça bullying, cette voix du surmoi. Une voix du surmoi, certes, absolument. Il s'agira ensuite de savoir quel est le statut exact de cette voix, mais ça va être dans la rencontre particulière avec un analyste, quelqu'un qui va même d'accueillir ce moment-là que nous pourrons l'apprendre. Disons, déjà au niveau phénoménologique, il y a cette particularité que le champ de l'autre, ce que nous appelons nous le champ de l'autre, c'est-à-dire au fond l'espace dans lequel le sujet pensé lui avoir sa place se constitue dans cette dimension de compacité. Deuxième exemple, l'escarification. L'escarification, c'est un phénomène tout à fait énigmatique pour la plupart des praticiens et des cliniciens. Nombreuses explications ont été données, mais il faut que l'on reconsidère ça sous un nouvel angle. En effet, qu'est-ce qui fait que, dans l'expérience, ces jeunes gens et ces jeunes filles qui se scarifient témoignent que le moment de la coupure apporte un apaisement soudain, une tension intérieure. Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans cette dimension? Nous sommes amenés à ébaucher un certain nombre d'hypothèses qu'il faudra vérifier par la clinique. Lesquelles? Par exemple, que sur le même mode, le champ symbolique qui fournit en général dans la vie un certain nombre de coupures, de moments de séparation avec l'autre, se retrouve invalidé pour ces jeunes gens et pour ces jeunes filles, se retrouve impuissant à fournir un espace qui fasse séparation. Et c'est le corps même de ce jeune sujet qui se trouve envahi par un excès, quelque chose en trop que nous appelons, avec l'accord jouissance, et qu'il faut à chaque fois déterminer, quelque chose qui est en trop, qui est en excès, et qui provoque, qui est tellement peu localisé, tellement peu nommé, que même le terme d'angoisse ne convient pas à ce malaise qui est ressenti, la coupure elle-même fournissant donc un apaisement. Il y a dans les enquêtes qui ont été faites sur cette question un certain nombre de faits, de traits intéressants que je souhaiterais d'ailleurs, dont je souhaiterais parler avec mes collègues de Vélo Horizon, qui semblent indiquer que dans la façon dont ça s'arrête, ces jeunes gens, ces jeunes filles témoignent dans des sites internet où ils peuvent discuter ensemble sous la forme entre pairs, PAIRS, ils témoignent comment ça a pu s'arrêter pour eux. Et dans la façon dont ça a pu s'arrêter, nous apprenons ce qui était en jeu là. J'en parlerai à Vélo Horizontal de façon plus précise. Mais nous avons là au fond deux exemples. Oui. Scarification, phobie scolaire, qui ont diffusé de façon épidémique dans le monde occidental, qui disent quelque chose du fait que l'adolescent aujourd'hui vit son rapport à l'autre sur le mode de l'effraction.
faut s'interroger d'où vient cette violence que ces jeunes gens et ces jeunes filles soit appliquent sur leur corps, soit ressentent comme venant de l'autre à leur égard. De quel ordre est cette violence? Je pense qu'on est en droit de se demander si cette violence n'est pas le surgissement, là aussi, en ce temps de métamorphose, le surgissement de ce qu'a été leur propre venue au monde. La venue au monde d'un être parlant est une violence qui est faite au monde. Il n'y a pas la place qui est préparée au corps vivant, contrairement à ce que, bien sûr, les parents en général filtrent cette dimension, font croire, et c'est heureux dans la plupart des cas, font croire que nous étions attendus, qu'il y a une place qui est faite pour nous. Et c'est un travail de parents. Mais nombreux sont désormais les enfants tout jeunes pour lesquels ce travail de filtre n'est pas fait, pour lesquels qui vont arriver au temps de l'adolescence avec en eux cette impossibilité de subjectiver leur être au monde, si ce n'est que comme une violence fondamentale. Cette violence qui traumatise le monde et qu'ils retournent maintenant soit contre eux-mêmes, soit contre l'autre. Il y a là un champ d'exploration qui m'intéresse particulièrement, qu'il m'intéresse de vérifier avec vous dans la clinique, de façon à mettre tout cela à l'épreuve, et aussi avec des hypothèses de travail aussi. Et pourriez-vous nous dire un mot sur les titres sur lesquels vous allez parler? Eh bien justement, il m'a semblé qu'il pouvait être intéressant de reprendre un titre qui a été proposé dans un contexte un peu différent, mais qui va nous enseigner beaucoup. Le titre qui a été proposé par August Eichhorn, le premier éducateur, directeur d'institution à Vienne, qui a accueilli les enfants en grande difficulté. Et ce livre, dont la préface a été faite par Freud, je partirai d'ailleurs de cette préface qui est passionnante, il faut bien dire, ce livre Jeunesse en souffrance a été traduit de deux façons différentes, jeunesse en souffrance et jeunesse à l'abandon. Je propose de partir de ce mauvais titre qu'était jeunesse à l'abandon, parce que je crois que c'est une clinique de l'abandon de l'autre. L'adolescence est une clinique de l'abandon de l'autre. C'est la clinique d'un temps où le sujet lui-même est en voie d'abandonner l'autre qui a été le partenaire de son enfance. Et que c'est un chemin obligé. Obligé pour peu que le sujet y consente. Ça, ce sera la première partie. La seconde partie, c'est une clinique de l'abandon de l'autre au sens où j'en parlais à la fin. Où, de plus en plus, l'autre abandonne les jeunes dans ces moments de difficulté. Et c'est là où, bien sûr, nous souhaitons démontrer aussi par notre clinique comment, en tant qu'analyste à divers, ou bien en tant que praticien éclairé par la psychanalyse, nous pouvons nous situer dans un compagnonnage discret auprès des adolescents pour contrer cet abandon de l'autre qu'ils vivent de façon dramatique, souvent dans une grande souffrance, avec des choix de vie qui vont être quelquefois redoutables pour leur avenir. Nous avons là une responsabilité particulière, que ce soit dans nos cabinets, bien entendu, mais pas seulement, parce que nous savons que ces jeunes gens, ces jeunes filles ne viennent pas forcément voir l'analyste dans son cabinet, mais que l'analyste va les rencontrer dans d'autres lieux, peut accompagner les éducateurs, les pédagogues qui rencontrent ces jeunes dans les lieux qui sont les leurs. Il y a là, je crois qu'au Brésil, il y a un travail très important auprès de ces jeunes en souffrance. Et là, c'est vous qui allez m'enseigner beaucoup de choses. Daniel, si nous pouvons reprendre notre interview dans Paris, la dernière interview, rencontre,
Je voudrais savoir un peu plus de la plaque sensible, qui vous dit que est une espèce de permanent d'entrada de jeunesse qui permanent tout le temps. Vous citez Roméo et Juliette. Alors, je vous demande qu'est-ce que c'est qui se constitue, c'est la pulsion, qu'est-ce que c'est la plaque sensible, qui constitue la plaque sensible. Et après, quand la jeunesse commence à effacer, pourquoi cette plaque sensible, elle commence à diminuer sa capacité d'attirer. Je crois qu'on est amené à utiliser au fond la clinique de l'adolescence justement sur un mode qui dépasse la distribution enfance, adolescence, âge adulte en tant qu'âge de la vie. Et plutôt l'idée, c'est plutôt de tirer du phénomène, disons, de construction sociale de l'adolescence qui met le projecteur, qui fait comme un effet de loupe sur un certain type de processus, par exemple dans l'abandon de l'autre, comme un moment, l'adolescence, au fond, la société concentre cet abandon de l'autre dans le temps de l'adolescence, mais au fond, c'est une clinique qui se rencontre à tous les âges. D'une certaine façon, il y a des enfants confrontés à cela, il y a bien entendu nombre d'adultes en souffrance qui sont dans une précarité telle qu'ils vivent ça. Je pense que la clinique de l'adolescent, la façon dont les adolescents essayent de le dire, la façon dont des phénomènes moins catastrophiques que ceux dont je parlais, le fait que la façon dont les adolescents s'habillent, la façon dont ils se saisissent de musique qui vont faire effraction dans le monde de leurs parents, de leur famille par exemple. Qu'est-ce qui rend insupportable la vie quotidienne quelquefois avec mon adolescent, comme on dit dans les journaux pour dames. Eh bien tout ça nous apprend justement comment tout l'effort discursif qu'il y a dans le groupe même des adolescents pour essayer de nouer cette jouissance à dire à des pratiques sociales qui puissent être reconnues. Ça nous apprend aussi comment, dans les autres temps, dans l'enfance, dans l'âge adulte, aussi, nous avons à trouver des moyens, des ressources pour nouer ensemble, précisément, autour du corps parlant, de nouer ensemble cette dimension d'une jouissance en tant qu'elle fait toujours infraction et le signifiant dont nous pouvons disposer. Je crois que le congrès d'ailleurs de l'ANP a démontré ça. Vous pensez que cette plaque sensible, c'est l'autre façon de dire sur la pulsion sexuelle? Pas seulement. Pas seulement. C'est le moment où justement, parce qu'il va falloir essayer de définir quelle est la nouveauté eu égard à la pulsion sexuelle qui a lieu au moment de cette métamorphose de la puberté. Il y a là tout un travail que Lacan a fait sur cette question-là, sur laquelle nous pourrons nous appuyer solidement à la suite de sa lecture, disons, de Freud. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Vous avez rappelé que lors de notre entretien à Paris, j'avais évoqué effectivement Roméo et Juliette. Oui. Je pense que j'ouvrirai mon intervention sur Roméo et Juliette. Oui. Merci, Daniel Roy. Et à bientôt à Belo Horizonte. Oui. À bientôt à Belo Horizonte. Merci beaucoup. Merci Sergio. Merci Elisa. Bom. Merci.